Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat et retour ce matin aux débats qui se sont tenus hier dans l'hémicycle, puisqu'au bout de 2 jours de discussion, les sénateurs ont modifié et adopté le projet de loi qui ratifie les ordonnances qui réforment le Code du travail. Ces fameuses ordonnances qui ont donné lieu à quelques mouvements sociaux il y a quelques mois et qui avaient déjà été signées en Conseil des ministres dès le mois de septembre et qui sont donc déjà entrées en application. C'est là le principe des ordonnances, notamment une mesure, la rupture conventionnelle collective, un outil que certaines grandes entreprises veulent déjà utiliser, telles que PSA, la Société Générale ou encore Pimki, avec plus ou moins de succès, avec plus ou moins l'accord des syndicats. Et tout de suite, je vous propose de revenir au débat dans l'hémicycle sur cette mesure précisément. Notez d'ailleurs que les sénateurs ont accru les contrôles qui sont là pour vérifier que les entreprises mettent tout en place pour favoriser l'accompagnement et le reclassement des salariés. Nous passons à l'examen de l'article 5 avec 3 demandes de parole. Monsieur Vatrin. L'ordonnance visée par cet article 5 intègre un dispositif qui commence à faire parler de lui, celui de la rupture conventionnelle collective. Le fait que des entreprises aussi diverses que PSA, Pimki, Monoprix et d'autres encore annoncent leur recours à cette procédure indique cet outil particulier de gestion des effectifs risque de devenir un outil de gestion ordinaire des entreprises, ce qui n'est pas sans conséquence, loin s'en faut. Car il faut tout de même revenir sur l'aspect le plus essentiel de ce dispositif, à savoir son déclenchement sans justification économique avérée, c'est-à-dire une procédure de suppression collective d'emplois sans difficulté économique à prouver. Ainsi, une entreprise pouvant présenter une situation financière florissante pourra proposer un accord de rupture conventionnelle collective aux organisations syndicales représentatives de la même manière qu'une entreprise qui rencontrerait quelques difficultés. Donc il nous semble que cette disposition pose une question plus large sur le sens même qui doit motiver une loi. Ici, il nous semble que la loi n'est plus l'expression de l'intérêt général, mais un outil de mise en jeu d'un intérêt particulier, celui de l'entreprise, singulièrement du point de vue de sa rentabilité financière et de la rémunération des actionnaires. Je crois qu'il serait bien d'y réfléchir tout de même, au moment même où de grands groupes, et non les moindres, annoncent des réductions massives d'emplois sans susciter, il faut bien le dire, beaucoup de réactions de la part du gouvernement. Ne faisons pas le procès ici de toutes les entreprises, nous faisons bien la distinction entre les petites entreprises et ces grands groupes qui manifestent, il nous semble, une certaine irresponsabilité sociale dans le contexte de notre pays qui a déjà 6 millions de demandeurs d'emploi. Eh bien, peut-être me rétorquerez-vous que la rupture conventionnelle n'est pas vraiment quelque chose de nouveau par rapport à ce qui a pu exister auparavant, les plans FNE des années 80 par exemple, mais il y a quand même 2 différences fondamentales. La première, c'est qu'il n'y a pas de motivation économique à apporter. La deuxième, c'est que l'allocation et les garanties des salariés sont plus faibles. Donc c'est pourquoi nous nous opposons à ce nouveau dispositif. Merci, chers collègues. Monsieur Courteau, non. Donc je passe aux amendements identiques, 2 amendements identiques, l'amendement 40, Monsieur Vatrin ou Madame Cohen. Madame Cohen. Oui, merci Monsieur le Président. Avec la rupture conventionnelle collective, il s'agit d'éviter le traumatisme de licenciement. Mais comme l'a démontré mon collègue Dominique Vatrin, c'est au contraire un appel d'air pour licencier plus facilement, en limitant, soi-disant, les risques de conflits sociaux. Depuis la publication du décret le 27 décembre dernier, PSA, Pimki, Le Figaro, les Inroc ou encore la Société Générale ont annoncé les premières RCC. Chez PSA, où 1300 postes doivent être supprimés, la direction a décidé d'augmenter les primes de départ pour les salariés franciliens, ce qui laisse présager une possible fermeture de l'usine de Saint-Ouen. Chez Pimki, pas de signature, mais suppression de 208 postes. Pour les autres entreprises que j'ai citées, ça n'est pas encore effectif. Le gouvernement met entre les mains du patronat, on le voit bien, un outil qui permet de procéder à des ruptures conventionnelles collectives de contrats de travail nettement plus facilement que dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi.
Donc, on se retrouve en quelque sorte devant un faux choix entre un plan de départ volontaire ou bien une fermeture d'entreprise. Alors, vous nous dites qu'il y aurait un garde-fou, le contrôle des RCC par la directe, qui est censé vérifier la conformité dans les 15 jours et donner son avis. C'est cet avis qui validera la rupture conventionnelle collective, ne laissant plus de possibilité pour les syndicalistes d'attaquer ensuite ces ruptures conventionnelles collectives devant le juge. 15 jours pour donner son avis, alors que les missions de la directe ont été depuis 2016 sans cesse accrues, alors que leurs effectifs sont réduits dans le même temps. Comment voulez-vous que les agents puissent véritablement contrôler la conformité d'une RCC en 15 jours? Comment peut-on penser sauver l'emploi en facilitant les licenciements de manière massive? Si ce n'était pas aussi dramatique, on pourrait parler de fable grotesque. J'attire votre attention, mes chers collègues, les entreprises que j'ai nommées ont annoncé des RCC alors que notre haute assemblée n'a pas encore voté cette ordonnance. On voit bien ce que ça pourra donner quand ou si nous votons cette ordonnance. C'est pourquoi nous vous demandons la suppression de cet article par notre amendement. Merci. Monsieur Touraine, le 106, identique. Oui, c'est le même objet. En résumé, l'ordonnance comporte des dispositions telles que la barémisation des indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la restriction au territoire national du périmètre d'appréciation des licenciements économiques, la création de la rupture conventionnelle collective permettant l'évitement du plan social et des obligations de reclassement, la généralisation du contrat de chantier CDI comme contrat à durée imprévisible, pour ne parler que du plus visible. Cet article est donc un élément central de la réforme du droit du travail dans le sens de la précarisation du salariat par la forme des contrats de travail et les modalités de rupture des contrats. Le prétexte en est que plus les contrats seront précaires, plus les employeurs pourront facilement licencier et plus ils embaucheront. Votre postulat est démenti par le réel depuis plusieurs décennies à bas bruit et puis plus clairement, la précarisation se répand et le chômage ne diminue pas. S'agissant de la rupture du contrat, le patronat veut à tout prix éviter la judiciarisation. À tout prix, mais pas à n'importe quel coût. Il est certain que la suppression de la prime de précarité afférente au CDD grâce au contrat de chantier pourrait représenter une affaire intéressante. Il suffira d'embaucher à chaque nouveau projet et de débaucher sans formalité inutile. Le sommet est atteint avec la barémisation des dommages-intérêts en cas de licenciement abusif. Dommage-préjudice. Vous nous demandez de valider un déni de droit. Le préjudice sera préévalué au bénéfice de l'employeur. Le pouvoir du juge est réduit. Surtout, le principe de droit selon lequel le préjudice doit être évalué et indemnisé individuellement est totalement liquidé. En quoi tout ceci va-t-il permettre le développement de l'emploi? C'est vraiment prendre prétexte de la situation actuelle pour transformer au profit exclusif des employeurs la relation et le droit du travail. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, la troisième ordonnance donc, permet principalement de simplifier et de moderniser les règles du droit du travail en matière de licenciement. Le barème comprend de nombreuses exceptions et permettra aux juges, à l'intérieur des planchers et plafonds fixés par la loi, d'individualiser le montant de l'indemnité allouée à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. La définition d'un périmètre national pour apprécier les causes d'un licenciement économique met fin à une exception française en Europe qui n'était guère justifiée d'un point de vue économique et qui nuisait à l'attractivité de notre pays. Enfin, je rappelle que la rupture conventionnelle collective instaurée par cette ordonnance ne peut être utilisée que s'il y a double accord. Tout d'abord, un accord collectif, puis un accord individuel des salariés concernés qui doivent se porter candidats auprès de l'employeur pour en bénéficier. J'ajoute que la RCC doit ensuite être validée par la directe. Par conséquent, et pour toutes ces raisons, la Commission, sur l'amendement 40 et l'amendement 106, a émis un avis défavorable. Merci. Madame la ministre. Monsieur le Président, bien évidemment, le gouvernement a un avis défavorable, ça me paraît évident. Je ne vais pas revenir sur tous les points qu'a évoqués Monsieur le rapporteur. Je voudrais revenir un
un moment sur ce qu'est la rupture conventionnelle collective, puisque comme c'est un élément nouveau, là aussi, je souhaite être sûr que nous ayons tous la même compréhension de quoi il s'agit. La rupture conventionnelle collective, dont le nom et l'esprit s'appuient sur l'expérience de la rupture conventionnelle individuelle, c'est-à-dire un accord des parties, n'est pas la solution pour toutes les situations du tout. Il y a des situations, notamment lorsqu'il n'y a pas eu anticipation, pas préparation, ou que le dialogue social ne le permet pas, ou que l'entreprise a le dos au mur, où malheureusement les entreprises sont obligées de recourir à un PSE, avec ou pas une partie de départ volontaire. Je rappelle que le PSE, c'est après information-consultation, une décision unilatérale de l'employeur compte tenu de difficultés économiques. Là, on est dans le cas de la rupture conventionnelle collective, on est dans un contexte à plusieurs égards différents. Il s'agit de contextes où il y a anticipation, accompagnement, d'évolution, de réorganisation, qui ne veut pas dire forcément une restructuration dramatique. Au contraire, le but, c'est plutôt d'être dans un contexte où il ne va pas y avoir de licenciement, il n'y aura pas la brutalité, je dirais, du licenciement économique, et où en revanche, un accord des parties est trouvé pour pouvoir anticiper ou accompagner les évolutions, les réorganisations nécessaires en fonction des marchés, des métiers de l'entreprise. Concrètement, il y a 3 conditions qui sont cumulatives. La première condition, c'est qu'il faut qu'il y ait un accord majoritaire entre les syndicats de salariés et l'employeur. Je rappelle que ce n'est pas nécessaire pour le PSE. La deuxième condition, c'est qu'il faut que les départs soient strictement volontaires, alors que dans le cas de PSE, on peut avoir une partie de volontariat et une partie de licenciement. Là, une rupture conventionnelle collective ne peut concerner que des départs volontaires. Mais par contre, il y a bien des mesures d'accompagnement, de reclassement, de formation, de mobilité qui doivent être prévues, contrairement à ce qu'a dit un peu la presse, mais je pense que c'est parce que la chose est nouvelle et qu'elle est encore mal connue. Troisième condition, c'est qu'il faut une homologation de la directe pour vérifier que les 2 premières conditions ont bien été remplies, c'est-à-dire qu'il y ait bien un accord majoritaire d'une part, un strict volontariat d'autre part, et je dirais vérifier que les conditions sont bien, dans lesquelles les salariés ont eu la formation, sont bien complètes, précises, et donc je dirais on est sur un terrain sûr du point de vue du volontariat des salariés comme de l'accord des syndicats. Je pense que l'actualité des dernières semaines, vous l'avez évoqué, a montré déjà, et je pense que ça se confirmera, que ce qui est prévu dans les ordonnances est robuste, c'est-à-dire que le droit correspond à l'intention. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le cas de PSA, où les syndicats, à une très grande majorité, ont signé cet accord et où il y aura du volontariat, de toute façon, s'il n'y a pas de volontariat, il ne se passe rien. On ne peut pas transformer ça en licenciement. Je pense que là, les contreparties sont réelles. Et donc, il y a eu un équilibre dans cette négociation qui fait que les syndicats et les salariés sont positifs sur le sujet. En revanche, dans le cas de Pimki, les syndicats ont refusé. Et je vais dire, c'est assez logique quand il y a une fermeture de site. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup. Logiquement, les ruptures conventionnelles collectives, c'est pas adapté aux fermetures de sites, puisque je vois mal un site qu'on ferme et où 100% des salariés sont volontaires. Ça arrivera peut-être. Moi, je ne connais pas le cas. Et dans ce cas-là, c'est assez logique. Ils ont refusé, donc ils ne peuvent pas faire de rupture conventionnelle collective. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un acte unilatéral. C'est bien un acte de négociation qui s'inscrit dans la logique du dialogue social et économique dont on parle en permanence pour les ordonnances, qui ne couvrira pas tous les cas, qui permettra plutôt les sujets d'anticipation, d'accompagnement, et je dirais qui permettra d'éviter qu'un certain nombre de décisions n'étant pas prises, ultérieurement, il y a des choses par contre beaucoup plus brutales et beaucoup plus pénalisantes qui se passent, parce que quand l'entreprise est dos au mur, oui, un plan social, ça restera toujours un traumatisme est toujours de fait brutal, même quand il est bien accompagné, ça reste quelque chose qui est difficile à vivre dans l'entreprise. Donc je crois qu'il ne faut pas... La rupture conventionnelle collective, ça n'est pas plus que ça et ça n'est pas moins que ça. Ça n'est pas la solution à toutes les situations, mais c'est un complément de notre dispositif qui repose intégralement sur du dialogue social de haute qualité qui va prendre en compte les réalités de l'entreprise et les aspirations des salariés. Donc je crois qu'évidemment, ça fera partie dans l'évaluation des ordonnances. On suivra de très près cet objet nouveau, si j'ose dire, et nous en rendrons compte au Parlement. Merci. Donc pour l'instant, c'est un avis défavorable. Monsieur Touraine, pour explication de vote.
Oui, Madame la Ministre, votre discours est séduisant. Il correspond d'ailleurs au contenu des ordonnances. C'est parfaitement conforme et je ne contesterai pas ce que vous avez dit. Juste préciser, j'ai rencontré la semaine dernière la directrice de PSA sur le site de Rennes, où sont en train de se mettre en œuvre les conventions, les ruptures conventionnelles collectives. Et son raisonnement est le même que le vôtre, c'est-à-dire qu'elle nous laisse entendre que c'est du volontariat, que les syndicats doivent être d'accord, bref, qu'il y a une préparation. Cependant, je voudrais que soit vous m'ôtez une angoisse, soit vous essayez de voir quelles sont les perspectives possibles. Qu'est-ce qui se passe en réalité? PSA, à Rennes en tout cas, met en place une nouvelle chaîne qui va fonctionner complètement différemment de la chaîne actuelle et suppose des compétences, des connaissances et une formation particulière. Et pour un certain nombre des salariés, PSA considère que cette formation va être trop difficile compte tenu du niveau, compte tenu de l'âge des salariés, et plutôt que d'engager ces procédures de formation, ils préfèrent proposer à ces salariés de s'en aller avec une prime, avec un certain nombre d'accompagnements, ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Et dans le même temps, recruter un certain nombre de salariés qui, eux, auront des capacités à appréhender le métier beaucoup plus vite que les autres. Donc on a une espèce de remplacement progressif par des salariés âgés, par des salariés plus jeunes. Et ça risque de s'étendre parce que c'est vrai que le modèle peut intéresser des chefs d'entreprise, alors que c'est tout de même du chômage qui attend ceux qui vont partir, même s'ils sont d'accord. Il y a tout de même cet aspect de gens à qui on propose de s'en aller, de perte de l'estime de soi, le sentiment qu'on n'a pas été à la hauteur. Je crois qu'il y a un aspect très pervers dans cette affaire. Merci. Monsieur Bourquin, pour explication de vote. S'il vous plaît. Monsieur le Président, Madame la Ministre, oui, je suis dans le bassin d'emploi où il y a PSA. Les bénéfices de PSA sont au beau fixe. Après quelques années où il y avait un risque de dissolution de cette entreprise, avec l'intervention du gouvernement précédent, nous avons sauvé cette entreprise. Et aujourd'hui, avec la 3008, la 308, eh bien, cette entreprise connaît vraiment une situation tout à fait florissante. Et c'est à ce moment-là qu'on met en place la rupture conventionnelle collective. Il faut le dire, c'est un PSE allégé. Appelons les choses par leur nom, Madame la Ministre. Avant, quand il y avait des suppressions d'emplois, c'est quand il n'y avait pas de travail, puis que l'entreprise connaissait des difficultés. Maintenant, même quand ça va bien, on se sépare de personnel. Et ce nouveau dispositif va clairement intervenir dans la gestion systématique des emplois et des formations des grandes entreprises. Et il faudra certes un accord majoritaire, comme vient de le dire la ministre. Il sera ensuite impossible, tant pour les salariés que les syndicats qui l'ont signé, de leur mettre en cause. Aucune obligation de reclassement, aucune action de formation ou de maintien de l'emploi. Un chèque suffira, même si celui-ci peut être intéressant, et cette mesure qui n'était pas collective existait auparavant. Combien de personnes qui ont signé une rupture conventionnelle collective sont à la charge des CCAS par la suite parce qu'ils ne retrouvent pas de travail? Voilà. Mais ce qui est le plus grave dans cette affaire, Madame la Ministre, c'est que c'est la discrimination par l'âge. Il est à craindre que ce dispositif cible les seniors et les salariés ayant le plus d'ancienneté, parce qu'il coûte plus cher à l'entreprise, il va falloir conclure, pour les remplacer par des personnes en début de carrière. Merci. Voilà des questions qui méritent d'être discutées. C'est encore un nouveau recul social. Chers collègues. C'est encore un nouveau recul social.
Monsieur Lévrier, pour explication de vote. Oui, très rapide et en quelques mots, je crois au dialogue social, je crois aux chefs d'entreprise et aux syndicats, et je m'étonne, après tous les discours que j'ai entendus tout à l'heure sur la méfiance que vous avez sur les chefs d'entreprise, aujourd'hui, c'est sur les syndicats que vous avez des méfiances. Il y a des accords qui sont signés entre différentes parties, faites-leur confiance. Et donc, bien évidemment, je voterai contre. Merci, chers collègues. Alors, sur l'amendement 40, mais aussi sur l'amendement 106, puisqu'il est identique, j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe CRCE. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable, l'avis du gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin numéro 54 sur les amendements 40 et 106 identiques. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le nombre de votants 344, nombre de suffrages exprimés 344, pour l'adoption 93, contre 251. Le Sénat n'a pas adopté. Je mets aux voix, alors, l'article 5 est donc adopté. Ce n'était pas des amendements de suppression, non. Pardon. Donc je mets aux voix l'article 5. Qui est pour? Article 5. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Après l'article 5, l'amendement 107, Monsieur Touraine. Oui, Monsieur le Président, j'ai raté un peu le vote il y a quelques instants. J'étais contre. Oui. Contre l'article 5. Sur cette proposition d'amendement, il faut rappeler que le rapport du CESE, intitulé « L'impact du chômage sur les personnes et leur entourage » de mai 2016, décrit parfaitement les conséquences plus psychologiques et sociales du chômage que même financières. Les atteintes à la confiance en soi, à ses capacités de rebond, les sentiments d'exclusion et de culpabilité sont édifiants. Ils peuvent entraîner des préjudices irréversibles pour ces personnes et leur entourage, notamment familial. Rester intégré à l'entreprise permettrait d'éviter ce type de trauma à coût constant. C'est la raison pour laquelle il est souhaitable d'engager une réflexion le plus rapidement possible sur ce thème, sachant que les expériences étrangères existent. De quoi s'agit-il? En clair, ce qui est la malédiction qui pèse sur le chômeur, c'est moins l'indemnisation dont il va être l'objet, parce qu'elle dure 2 ans, elle n'est pas si mauvaise que ça. Ce qui pèse sur le chômeur, c'est le fait d'avoir été licencié, d'avoir peur du regard des autres, d'être incapable de retrouver l'estime de soi et par conséquent de n'être plus salarié. Il faudrait arriver à distinguer le chômage du statut de chômeur. C'est la raison pour laquelle une réflexion est demandée pour essayer de voir si on ne pourrait pas moduler le préavis, comme ça se fait dans un certain nombre de pays, et notamment en Suède, sur la durée de formation nécessaire pour intégrer une autre entreprise, de façon à ne jamais perdre le statut de salarié et ne jamais se retrouver dans une situation extrêmement délicate. Oui, merci, Monsieur le Président. On peut évidemment comprendre les motivations de notre collègue, et on sait tous, et on connaît tous les effets somatiques et psychologiques du chômage, et ces effets sont majeurs sur ceux qui en sont atteints. Mais cet amendement pose, mon cher collègue, 2 problèmes. Sur la forme, il est dépourvu de valeur normative, il ne prévoit pas la remise d'un rapport et ne fixe pas de règles de droit. D'ailleurs, je suspecte fort que, sachant que la Commission est défavorable au rapport, on parle plus de réflexion que de rapport pour ne pas avoir un avis défavorable immédiat. Sur le fond, ensuite, cet amendement est en partie satisfait par l'existence du congé de reclassement dans les entreprises de plus de 1000 salariés, qui permet de garder quand même un lien entre l'entreprise et les salariés pour lequel un licenciement économique est envisagé, et du contrat de sécurisation professionnelle dans les autres entreprises. J'ajoute que la 3e ordonnance a créé un congé de mobilité qui peut être proposé par accord collectif indépendamment d'un projet de licenciement économique. En conséquence, la Commission a émis un avis défavorable sur la forme. Rapporteur, Madame la Ministre. Oui, Monsieur le Président, je crois que cet amendement, effectivement, pointe une question, je pense, sur laquelle il y a déjà beaucoup d'outils, mais qui est une vraie question.
il vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est vrai qu'il est important que les dispositions de reclassement et de formation commencent le plus possible, pendant que le salarié est encore dans son entreprise précédente, à la fois en termes de confiance en soi et en termes de sécurisation du parcours. Ceci dit, je vous proposerai plutôt le retrait de cet amendement, parce qu'en fait, les partenaires sociaux peuvent déjà s'entendre pour fixer une durée de préavis différente de celle applicable par défaut et qui est mieux adaptée à leurs conditions de rupture. Et par ailleurs, il y a 3 dispositifs qui répondent déjà à cette logique. Mais M. Touraine est occupé, pardon. Voilà, les 3 dispositifs qui correspondent à cet objectif. Dans le cadre du licenciement économique, c'est pour les entreprises de moins de 1000 salariés, c'est le contrat de sécurisation professionnelle qui a exactement cet objet, qui peut être négocié. Dans les entreprises de plus de salariés, c'est le congé de reclassement qui a cette même logique, où c'est possible aussi de tenir compte de la durée des mesures d'accompagnement et de formation. Et puis, dans la rupture conventionnelle collective, effectivement, on peut aussi allonger la durée pour tenir compte de l'accompagnement-formation. Donc, et par ailleurs, dans la GPEC, qui n'est pas de licenciement économique, la RCC non plus, il y a aussi le congé de mobilité qui est dans le même esprit. Donc en fait, on a maintenant 4 dispositifs où par négociation des partenaires sociaux, on peut faire cette adaptation en fonction notamment de la formation ou notamment d'autres mesures d'accompagnement. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas utilisé à l'ampleur de ce que ça pourrait et qu'effectivement, il y a un intérêt à faire la publicité, si j'ose dire, de ces possibilités et pour que les partenaires sociaux s'en saisissent. Mais finalement, on a l'arsenal juridique. On n'a peut-être pas encore beaucoup cette pratique de négociation, mais je crois que c'est quelque chose dans le dialogue social qui pourra être encouragé puisqu'il y aura plus de marge pour le faire. On a même ajouté un objet qui est la RCC. Merci Madame la Ministre. Donc il y a une demande de retrait. Monsieur Touraine, il est maintenu ou retiré? Il est maintenu. Une explication de vote, Monsieur Touraine. Oui, il est maintenu d'abord parce que ce n'était pas méchant, c'est une réflexion. Et je suis sûr que le gouvernement est capable de réfléchir. C'est la raison pour laquelle j'avais fait cette proposition. Je voudrais tout de même préciser, non, c'est juste une piste. Ce n'est pas la seule. Mais je crois que ce qui est important, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de distinguer le chômage du statut de chômeur. Nous ne sommes pas à l'abri d'une recrudescence du chômage. C'est par vague. Il suffira que l'économie numérique aille beaucoup plus vite que nous ne le pensons, qu'elle révèle un certain nombre de surprises désagréables et nous aurons des chômeurs qui vont se retrouver à pointer. Et je me dis que les solutions existent. Il y a 41 milliards d'euros qui sont distribués pour la formation de ces chômeurs. Une partie. Oui, enfin, on ne va pas se disputer sur les chiffres, c'est le principe. Et donc, on pourrait. Ce qui est souhaitable, c'est qu'ils restent salariés de l'entreprise, pas qu'il y ait d'autres statuts que celui qu'ils ont. Dès l'instant où vous le modifiez, vous les pointez du doigt, vous faites une espèce de discrimination, et ils sont dans la difficulté, notamment sous le regard de l'autre. J'ai cité tout à l'heure la Suède, mais il existe en Autriche ce qu'ils appellent les fondations, qui sont tout à fait remarquables aussi, où pour le temps de la formation, on est encore salarié de l'entreprise, puisque la fondation, d'ailleurs, l'enseignement est dispensé la plupart du temps dans les locaux de l'entreprise. Voilà, c'est juste cet appel à la réflexion. Alors, si vous ne voulez pas de mon amendement, je souhaite malgré tout que vous reteniez l'idée qu'un jour, il faudra bien qu'on arrive à une solution comme celle-là pour éviter tous les dégâts collatéraux qu'on peut connaître chez les chômeurs. Collègues, donc je mets aux voix l'amendement 107 qui n'est pas retiré, qui a donc un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Amendement 108, encore une réflexion, Monsieur Touraine. Décidément, je vous fais confiance. Oh, c'est tout simple, c'est une interpellation d'un chef d'entreprise qui dit ceci, moi j'ai fait des efforts pour former mes salariés, une fois qu'ils ont été formés,
Ils ont eu plus de valeur, par conséquent, ils ont intéressé d'autres entreprises. Ces autres entreprises en ont bénéficié des compétences acquises, mais c'est moi qui ai payé la formation. Donc, est-ce qu'il est possible d'imaginer un système dans lequel la formation qui a été financée par une entreprise soit prise en charge par l'entreprise qui va accueillir l'employé, ainsi valorisé et largement plus compétent? Merci, monsieur le rapporteur. Oui, c'est un avis défavorable de la Commission. Je voudrais juste rappeler à M. Touraine que le gouvernement va déposer fin avril, c'est bien fin avril, hein, un projet de loi pour la réforme de la formation professionnelle et que c'est dans ce cadre qu'on aura évidemment l'occasion de rediscuter de tout cela. Ça, c'est le premier point. En outre, je suis surpris par la proposition d'obliger les salariés à rembourser à son ancien employeur une partie de sa formation s'il quitte l'entreprise dans les 6 mois. Cette obligation est trop générale et floue. Elle s'appliquerait ici, même en cas de licenciement, et on ignore le niveau de la quote-part. Ce serait une rupture dans le modèle de formation que nous connaissons qui pourrait avoir des effets pervers en dissuadant certaines personnes, évidemment, de suivre des formations s'ils risquent un jour de devoir rembourser celles-ci. Donc un avis défavorable avec possibilité d'en rediscuter dès le mois d'avril. Monsieur le rapporteur, Madame la ministre, sur cette réflexion. Oui, Monsieur le Président, je note qu'il y a l'innovation dans les types d'amendements, parce que c'est ni un rapport ni du droit dur. C'est à nouveau, c'est un appel à la réflexion, notamment du gouvernement. Donc, j'accepte l'invitation à réfléchir, mais pas de le mettre dans le droit, parce que je crois que ce que-là, ça devient un peu compliqué. Parce que par défaut, ça voudrait dire que tout ce qui n'est pas dans le droit, nous n'allons pas y réfléchir, ça limiterait un petit peu le champ. Mais plus sérieusement sur le fond, donc c'est un avis défavorable sur l'amendement. Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, qui fait l'objet en ce moment d'une négociation entre les partenaires sociaux, puis que nous allons discuter au Parlement, il y a une des questions. La question que vous posez fait partie effectivement de 2 questions. Une question qui est comment il y a une continuité des parcours de formation et quelquefois le salarié quittant une entreprise allant dans une autre, la question peut se poser. Puis il y a une deuxième question qui est aujourd'hui les capacités de formation. On va le voir dans l'apprentissage. Les capacités de formation des grandes entreprises sont supérieures à la capacité d'embauche. C'est souvent l'inverse pour les PME. Donc il y a des questions de réflexion aussi à avoir sur comment dans un écosystème donné, qui peut être géographique ou sectoriel, certaines entreprises, notamment pour l'apprentissage, mais ça peut être le cas pour la formation continue, qui disposent de capacités de formation plus importantes, peuvent, et à quelles conditions, les mettre à disposition d'entreprises qui voudraient embaucher des personnes qualifiées, mais qui n'ont pas forcément les besoins de les former. Donc voilà, je pense que ça fait partie des sujets, mais nous aurons une brève interruption entre les ordonnances, la loi sur le renforcement du dialogue social et la loi suivante. Donc nous aurons encore ça en mémoire dans quelques mois pour en discuter. Merci Madame la Ministre. Donc avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Je mets aux voix l'amendement 108. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous passons à l'article 6. 2 amendements identiques. Le 41, c'est Monsieur Vatrin. L'article 6 modifie les règles issues de l'ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail. Le droit du travail, il faut le dire, était déjà largement flexible, mais vous allez ici plus loin. Je l'ai déjà évoqué dans mon intervention générale. Vous voulez réduire le périmètre des licenciements économiques au territoire national, plafonner les indemnités prud'homales en cas de licenciement illégal au motif de lever la peur d'embaucher des employeurs, autoriser les prêts de main-d'œuvre gratuits, faciliter le recours au CDD à l'intérim, alors même que, vous l'avez dit, dans le même temps, vous constatez l'accroissement de l'utilisation de ces formes d'emploi et même vous proposez d'élargir le nombre de secteurs pour les contrats de chantier. Ce n'est tout de même pas rien. Dans votre élan, vous êtes même peut-être allé trop loin puisque l'Assemblée nationale, votre majorité, est revenue sur certaines mesures en introduisant des correctifs censés limiter les conséquences pour les salariés de cette libéralisation outrance du droit du travail. Mais ce n'est pas, selon nous, en corrigeant des dérives potentielles, par exemple du licenciement économique ou en aménageant les règles du barème impératif du licenciement ou bien en introduisant
priorité d'embauche pour les contrats de chantier que vous allez véritablement améliorer les choses. Limiter les conséquences ne suffit pas. Alors qu'il nous semble, c'est la racine même du texte qu'il faut s'attaquer. L'acte originel, c'est effectivement cette ordonnance numéro 2017-1387 sur la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail. Quand on décode, que veut dire prévisibilité, si ce n'est anticiper les sanctions par l'employeur du juge des prud'hommes pour calculer à l'avance ce montant des indemnités en cas de licenciement. Or, on parle ici de licenciement et on sécurise l'employeur, on parle de licenciement abusif et on sécurise l'employeur. Donc nous ne sommes pas d'accord avec cela et nous proposons de supprimer cet article. Merci, chers collègues. L'amendement 109, Monsieur Touraine. Oui, il est défendu. Je ne vais pas reprendre les termes qui ont été utilisés. J'ajoute simplement la possibilité, dans cet article, de conclure par tout moyen, c'est-à-dire sans garantie pour les salariés, un accord individuel de télétravail régulier, sans passer par un accord collectif. Le danger, c'est qu'on peut toujours arriver à convaincre un salarié, ne serait-ce que par l'autorité qu'on exerce sur lui, d'accepter le télétravail. C'est moins facile dans un accord collectif. Il s'agit là d'un moyen de contournement des institutions représentatives du personnel qui veillent, lors de la négociation des accords collectifs, à ce que l'ensemble des garanties légales en la matière soient assurées, mise à disposition des matériels, locaux adaptés, droit à la déconnexion, accident du travail et présence régulière dans l'entreprise. Merci, chers collègues. L'avis de la commission. Oui, la commission est défavorable, Monsieur le Président, à la suppression de cet article. Elle rappelle quand même qu'elle a amendé, elle a apporté 10 amendements sur cet article, et nous sommes plutôt favorables à discuter de l'article que de supprimer. Merci. L'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Monsieur le Président, comme vous l'imaginez, le gouvernement est défavorable à supprimer l'article 6 et l'ensemble des articles. D'accord. Merci. Monsieur Chassaing, pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président, dans la loi, c'est quand même très clair, si vous voulez, la rupture collective n'est pas un licenciement économique, il faut l'accord des plus de 50% des syndicats, il faut l'accord du personnel qui va vouloir être dans cette rupture collective, donc je suppose que les personnes ne vont pas dire comme ça, pour faire plaisir, si c'est parce qu'ils ont peut-être envie de faire autre chose. En ce qui concerne le compte personnel de prévention et de pénibilité, il y avait des facteurs qui ont été retirés totalement ingérables, comme pour les petites entreprises, comme la manutention des manuels de charge, des postures pénibles, c'était impossible d'être quantifié. Donc moi je pense que c'est une bonne chose. Alors le compte personnel de prévention conserve les mêmes prérogatives que le C3P, c'est-à-dire qu'il peut y avoir effectivement des formations, des départs anticipés à la retraite, voilà. Et effectivement, des critères sont conservés, mais ces critères sont gérables. Donc, effectivement, je voterai contre les amendements. Merci, chers collègues. Donc, sur ces deux amendements 41 et 109, j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe CRCE, que je vous rappelle que la Commission et le gouvernement ont émis un avis défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Alors, voici le résultat du scrutin numéro 55 sur les amendements 41-109. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs au groupe politique et notifiées à la présidence, 344 votants, 344 suffrages exprimés, pour l'adoption 93, contre 251. Le Sénat n'a pas adopté. Donc nous poursuivons l'examen des amendements à l'article 6. Deux amendements identiques, le 112, Monsieur Touraine. Ah oui, je place beaucoup d'espoir sur celui-là pour avoir enfin un amendement qui puisse être accepté, puisqu'il s'agit de remplacer l'expression par tout moyen, il s'agit toujours du télétravail, par le mot écrit, tout moyen laissant entendre que ça peut être un accord arraché et qui n'aurait pas reçu de signature confirmant la volonté du salarié.
Merci. L'amendement 169 rectifié bis est défendu, Monsieur Requier. Oui, monsieur, il est défendu. Je serais d'accord avec Jean-Louis Touraine. On n'a pas été beaucoup, mais oui, on est sur cet amendement. Et je dirais simplement que la trace écrite peut être simplement un échange de mail. Voilà. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. Oui, dans les entreprises dépourvues d'accord collectif ou de charte sur le télétravail, l'obligation de formaliser l'accord implique, selon moi et selon la Commission, une trace écrite, qu'elle soit manuscrite ou informatique. Donc l'amendement est, selon la Commission, satisfait. Les services du ministère du Travail considèrent que l'expression « tout moyen » renvoie à un accord écrit. Je pense que la ministre confirmera l'analyse qu'on a faite. Et donc, c'est une demande de retrait puisque l'amendement est satisfait. Sinon, s'il n'y avait pas de retrait, ce serait un avis défavorable. Si, Madame la Ministre, même avis. Oui, Monsieur le Président, je confirme que par tout moyen dans le Code du travail, c'est-à-dire par tout moyen opposable, donc il faut une preuve concrète, et donc il faut toujours quelque chose d'écrit. Simplement, s'il faut qu'on réécrive par tout moyen, partout dans le Code, donc je vous propose de mettre à votre disposition cette analyse juridique, et veut bien dire, et qui sous-entend qu'il y a un accord écrit, et je vous demanderai de... Voilà, faites confiance à cette analyse juridique que vous n'avez pas encore, mais je vous jure qu'elle existe. Je suggérerais un retrait, car satisfait. Est-ce qu'on est... Monsieur Touraine, vous le retirez? Bon, donc le 112 n'est pas retiré. Monsieur Requier, il maintient aussi. Donc, alors, il y avait des demandes de retrait, sinon avis défavorable de la commission du gouvernement. Donc, je mets aux voix les deux amendements identiques 112 et 169 rectifiés avec des avis défavorables de la commission du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils ne sont pas adoptés. L'amendement 167 rectifié, Monsieur Requier. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, cet amendement s'inspire d'une disposition de la proposition de loi que notre groupe a récemment déposée et qui vise à favoriser le télétravail en cas d'épisode de pollution. Selon l'Organisation mondiale de la santé, un décès sur 9 dans le monde est lié à la pollution de l'air. En France, l'ANSES évalue son impact sanitaire à 48 000 décès prématurés par an. Face à l'ampleur de ce danger sanitaire, les pouvoirs publics ont mis en place des mesures qui se sont malheureusement révélées insuffisantes et ont suscité de nombreuses critiques. Nous pensons qu'il existe une alternative au problème de pollution, il s'agit du télétravail. Aussi, nous souhaitions créer un droit pour le salarié au télétravail, réservé à certains postes lorsque des mesures propres à limiter l'ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population ont été prises par le préfet. Sur proposition du rapporteur, nous avons rectifié notre amendement afin que les conditions de mise en place du télétravail en cas de pollution soient précisées dans l'accord collectif ou la charte élaborée par l'employeur. Nous avons entendu les craintes émises par la Commission sur la mise en place d'un droit au télétravail opposable à l'employeur. Je tiens toutefois à rappeler que lors des pics de pollution, la mise en place de la circulation alternée ou différenciée est relativement respectée par les automobilistes, mais nous le savons pertinemment, nous sommes en France, vieille terre gauloise, il existe malgré tout des fautifs qui n'ont pas la possibilité de prendre les transports en commun, ni les moyens d'acheter un véhicule propre. Il faut chercher la réponse ailleurs que dans la répression. Dans ces conditions, la mise en place du télétravail prend tout son sens. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, l'amendement, donc comme l'a dit Monsieur Requier, a été rectifié conformément au souhait de la Commission. L'amendement rectifié va moins loin que sa version initiale qui créait un droit du salarié opposable à l'employeur pour passer au télétravail en cas de pic de pollution, mais il évitera de désorganiser les entreprises en cas de demandes nombreuses et soudaines des salariés à passer au télétravail pendant un pic de pollution. La nouvelle version dispose
que l'accord collectif ou la charte devra aborder la question du passage des salariés en cas d'épisode de pollution. Je reconnais que rien dans l'ordonnance n'interdit aujourd'hui le télétravail en cas de pollution, mais je crois qu'il est intéressant de créer un lien dans la loi entre le télétravail et pollution en raison des enjeux de santé publique liés à la pollution de l'air. Et la Commission, donc là, émet un avis favorable. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le Président, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas créer un droit opposable en cas de pollution. Pourquoi ? Parce qu'un salarié qui ne serait pas habituellement en télétravail, ça veut dire que les conditions qui seront prévues dans la charte ou l'accord d'équipement, de responsabilité, de fonctionnement, etc., ne sont pas réunies. Donc on ne peut pas en urgence inventer du télétravail en cas de pic de pollution. Je crois que c'était le sens d'ailleurs de ce qu'a souhaité la Commission, le modifier. Après, ceci étant, c'est vrai que les cas de recours au télétravail sont des motifs très variés. Il y a des motifs liés, on le voit dans les enquêtes, souvent c'est pour dans l'équilibre vie professionnelle vie personnelle, c'est surtout par rapport à la durée des transports. C'est souvent la demande numéro 1 en termes de télétravail. Il y a une autre demande qui est de certains métiers qui supposent une concentration et où donc passer 1 ou 2 jours concentré chez soi est parfois plus efficace je veux dire pour les deux parties que d'être tout le temps en situation de travail. Dans tous les cas, en général, le télétravail d'ailleurs n'est qu'une partie du temps car il convient aussi de garder le lien social en entreprise. Il y a aussi une demande sociale qui monte, c'est pour les aidants qui parfois doivent adapter leurs horaires en fonction des contraintes, soit par rapport à des jeunes enfants ou des personnes âgées ou des personnes handicapées. Il y a enfin le travail en zone rurale qui veut recourir beaucoup plus. Donc, ma seule réserve, qui n'est pas une réserve sur le fond, c'est qu'on va créer un début, et je pense qu'après, beaucoup de gens vont dire, mais il faut aussi qu'on réfléchisse en cas 2, en cas 2, en cas 2. Ceci étant, c'est vrai qu'on est sur des sujets sur lesquels ils sont rarement pris en compte dans le monde du travail, le sujet de la pollution. Et donc, compte tenu que la nouvelle rédaction dit que c'est en particulier et que ça ne crée pas un droit opposable, et avec néanmoins les réserves que j'ai dit avant, je donnerai un avis favorable. Merci, Madame la Ministre. Donc, je mets aux voix l'amendement 167 rectifié qui a reçu un double avis favorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. L'amendement 113, Monsieur Touraine. Oui, toujours sur le télétravail, il s'agit de rétablir l'obligation de l'employeur de prendre en charge les coûts découlant du télétravail. Ça manque dans le texte. Cette obligation est prévue par l'accord national interprofessionnel sur le télétravail du 19 juillet 2005. Il s'agit de l'intégrer dans les ordonnances et ça paraît tout à fait la moindre des choses que le matériel nécessaire à l'exercice du télétravail soit pris en charge par l'employeur. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, la Commission pense que cette question de la prise en charge des frais occasionnés par le télétravail doit rester facultative et être traitée au cas par cas et ne pas redevenir obligatoire, car je rappelle que les alinéas 7 à 11 fixent la liste des sujets impératifs dans l'accord ou la charte instituant le télétravail. L'ancienne obligation était probablement justifiée à une époque où nos concitoyens étaient peu équipés en matériel informatique. La situation a changé. Presque tous les salariés disposent d'un matériel informatique aujourd'hui et ils ont tous un accès quasiment illimité à Internet. J'ajoute que les salariés en télétravail apportent parfois leur ordinateur portable à domicile. Au final, rien dans l'ordonnance n'interdit l'accord collectif ou la charte de prévoir au cas par cas la participation financière de l'employeur si le télétravailleur doit faire face à des coûts particuliers. Donc ce serait une demande de retrait, sinon la Commission a émis un avis défavorable. Merci Madame la Ministre. Oui, nous avons un but commun, c'est de développer le télétravail. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons mis dans les ordonnances ce droit opposable au télétravail, qui est une première européenne,
Je rappelle que 83% des salariés, selon un sondage, 70% selon un autre, sont favorables à une généralisation du télétravail, ce qui ne veut pas dire à 100% de leur temps, mais en tout cas pouvoir y recourir de façon ponctuelle ou régulière à temps partiel. Donc, alors, pourquoi il y a cette suppression de l'obligation de prise en charge des coûts découlant directement du télétravail? Pour des raisons. La première, dans le cas des accords qui commencent à se négocier, ce qu'on voit, c'est qu'il est quelquefois très compliqué c'est une mesure de simplification, de distinguer dans un abonnement Internet quelle serait la quote-part qu'il faudrait faire, l'abonnement Internet qui préexistait, la quote-part qui correspondrait au télétravail. Donc concrètement, tel que c'était exprimé, c'était très compliqué. En revanche, la jurisprudence le rappelle et le juge le rappelle régulièrement, l'employeur, et c'est une obligation générale, doit prendre en charge les frais professionnels nécessaires à l'exécution du travail. Et concrètement, ce qui se passe de plus en plus dans les accords, c'est que plutôt qu'un bout de l'abonnement Internet qui est impossible de dire quelle serait la proportion, c'est quelquefois, par exemple, le paiement d'un siège ergonomique ou d'autres choses qui vont environner le travail. Donc, de toute façon, par défaut, l'entreprise doit pourvoir à tous les frais professionnels nécessaires à l'exécution du travail. En supprimant le spécifique, on permet une négociation qui est quelquefois plus porteuse de part et d'autre. Et donc là aussi, le dialogue social, je pense, va permettre d'avoir des accords qui seront meilleurs. Et de toute façon, il y a ce filet de sécurité, c'est que par défaut, l'employeur y est tenu, mais ce n'est pas spécifique au télétravail, c'est une mesure générale. À partir du moment où il y a télétravail, il y a travail, ça s'applique. Donc, pardon, pour ces raisons, je suggérerais le retrait ou sinon je mettrai un avis défavorable. Merci Madame la Ministre. Il est maintenu ? Il est maintenu, donc je le mets aux voix, le 113, avec 2 avis défavorables de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Amendement 15 rectifié terre. Qui le défend, Madame Gruny? Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, cet amendement porte sur le refus motivé de l'employeur d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d'organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif. Il est précisé que toute contestation de ce refus doit être formée dans un délai de 2 mois sous peine d'irrecevabilité. Il convient ainsi de sécuriser toute possibilité de contestation par un délai de contentieux. Merci. Merci. L'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Oui, c'est un avis défavorable, Monsieur le Président, puisque la Commission ne pense pas nécessaire d'enserrer dans des délais spécifiques le refus de l'employeur en matière de télétravail. Restons-en à la règle de droit commun posée par l'article L. 1471-1 qui prévoit un délai de 2 ans pour attaquer devant le juge une décision de l'employeur. Donc c'est une demande de retrait, sinon un avis défavorable. Merci Madame la Ministre. Oui, Monsieur le Président, c'est également une demande de retrait ou avis défavorable. D'autant plus que, bon, d'abord, le but, c'est de privilégier le dialogue social et donc qu'il y ait des conditions qui soient définies ensemble. Puis la deuxième raison, c'est que les conditions de recours, les motifs du recours au télétravail peuvent évoluer dans le temps. C'est parfois lié aussi à une situation personnelle, c'est parfois une situation, une tâche particulière dans le travail. Et donc, il peut ne pas avoir contestation dans un délai de 2 mois, et puis le salarié, donc quelques mois plus tard, est dans une situation nouvelle. Donc je crois qu'il ne faut pas... je crois que l'encadrer là par... on n'est pas du tout dans les mêmes sujets que le licenciement. Là, on est par l'accord des parties sur une manière de travailler. Je crois que c'est le dialogue social qui règle la question, et ça n'est pas une limitation dans le temps du recours à toute contestation qui est nécessaire. Merci Madame la Ministre. Il est maintenu? Il est retiré? Il est retiré. Nous passons à l'amendement 168 rectifié. Monsieur... pardon. Madame Laborde. Laborde, pardon. Madame Laborde. Il n'y a pas de souci, Monsieur le Président. Donc cet amendement s'inscrit comme le précédent dans notre volonté de favoriser le recours au télétravail en cas de pic de pollution. Actuellement, l'article L. 1222-11 du Code du travail dispose qu'en cas de circonstances exceptionnelles, l'employeur peut imposer le recours au télétravail, considéré alors comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire
pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Il est précisé que les circonstances exceptionnelles sont notamment des menaces d'épidémie ou des cas de force majeure. Notre amendement donc vise à préciser que ces circonstances exceptionnelles peuvent également être des épisodes de pollution. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, comme l'a dit Madame Laborde, cet amendement s'inscrit dans le prolongement du 167 que nous venons de voir et qui a eu un avis favorable. Cette fois-ci, ce ne sera pas pareil, puisque la Commission considère que cette précision relève du pouvoir réglementaire, comme l'avait d'ailleurs reconnu Madame El Khomri lors de l'examen de la loi travail. En outre, même dans le silence de la loi et du décret, la Commission considère que les pics de pollution peuvent déjà être assimilés à des circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 1222-11 du Code du travail. Madame la ministre pourra peut-être nous confirmer l'analyse que nous en faisons. En attendant, la Commission a émis une demande de retrait ou un avis défavorable. Madame la ministre. Je crois qu'il est très difficile d'imposer le télétravail. D'abord, on ne peut pas le faire en urgence, et lorsqu'il y a un pic de pollution, on est en urgence. Par définition, il n'est pas prévu. Pourquoi ? Parce que ça demande tout un aménagement. Un aménagement, on l'évoquait tout à l'heure, des conditions de travail, des flux d'informations. Télétravail, c'est pas un travail isolé chez soi, c'est un travail connecté. Un travail connecté suppose une connexion informatique sécurisée. Ça demande de définir des conditions. Donc, soit dans la charte et l'accord, et c'était l'objet de l'amendement il y a quelques minutes, on a prévu que dans le cadre des pics de pollution, telle catégorie de personnes peuvent travailler en télétravail, et à ce moment-là, ça arrive, c'est directement opérationnel, soit on ne l'a pas anticipé, et de toute façon, personne ne pourra l'obliger, ça ne marchera pas, parce que tout ça demande une préparation. Donc je crois qu'en fait, l'imposer est un peu théorique. L'encourager, c'est ce qui a été l'objet de l'amendement qui a été voté tout à l'heure, permettra de prévenir ce type de cas. Donc, compte tenu de l'amendement précédent, je suggérerais un retrait. Merci. Oui, Madame Laborde, pour explication de vote. Pour expliquer mon retrait, c'est-à-dire que je vais bien sûr retirer cet amendement, mais je précise que la circulation alternée ou différée est parfois pire pour les entreprises, donc c'est important de le signaler et de l'anticiper. C'est pour ça que j'ai voulu insister, mais je retire cet amendement. Merci, chers collègues. Alors, on a 11 amendements en discussion commune. Il nous reste à peu près 70 amendements à discuter. On peut faire une prolongation jusqu'à 8h30, mais à condition d'accélérer un tout petit peu les prises de parole et l'examen des amendements. Donc ça dépendra un petit peu de l'accélération ou pas que l'on constatera. Donc on va partir sur les 11 amendements en discussion commune. Je le dis aussi pour Madame la Ministre, hein, par rapport à ces interventions. Madame la Ministre, donc on peut essayer de faire une prolongation jusqu'à 8h30. Ça ne vous convient pas? D'accord. 20h. Bon. 19h45. Bon, alors donc ça m'étonnerait qu'on ait terminé à 19h45. Ceci étant, on va poursuivre donc avec 11 amendements en discussion commune. 214, Monsieur Touraine. L'article, il s'agit de supprimer, d'insérer un alinéa. L'article 1223.8 élargit le champ d'application du contrat de chantier. Son contrat est facteur de plus de précarité qu'un contrat à durée déterminée, puisque son terme n'est pas connu et qu'il ne donne pas lieu au versement d'une indemnité de précarité. Merci, chers collègues. Le 49, c'est Monsieur Savoldelli. Oui, mais merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, l'employeur n'est pas tenu de reclasser les salariés dans les autres établissements et surtout prive le salarié de droits essentiels. Je pense notamment au contrat de sécurisation professionnelle qui permet un accompagnement renforcé dans la recherche d'emploi et qui garantit aux salariés de percevoir 75% de son salaire brut pendant un an. Et donc les mesures d'accompagnement de reclassement externe seront plus garanties, mais vont être négociées entreprise par entreprise. Et là, quand même, ayons un moment de lucidité, la probabilité est faible de voir un accord d'entreprise qui prévoit, par exemple, un congé de reclassement qui maintient entre 4 à 12 mois supplémentaires le contrat de travail pour se former.
Nous pensons que le volontariat des salariés qui accepteront de bénéficier des conditions imposées par la direction n'est qu'une illusion quand on connaît la réalité des pressions imposées par la salariée pour quitter l'entreprise. Je ne dirai pas à d'autres moments, mais je suis les débats depuis tout à l'heure. Quand on parle d'entreprise, il faut qu'on précise, y compris comment évoluer une partie des entreprises. Quand je vous dis la pression sur les salariés, je vous dis financiarisation de l'économie des entreprises. Et à partir de là, vous voyez, les pressions sur celui qui dirige l'entreprise sont des pressions actionnariales. Donc, vous voyez, le dialogue social, excusez-moi du peu, quand ça se financiarise de trop l'économie, il y a un moment, même le patron d'entreprise, je ne vous parle pas des sous-traitants, comment là, vous voyez, le dialogue social, c'est une autre question par rapport aux impulsions et aux pressions de l'actionnariat. Collègue, l'amendement 42, qui le défend, Madame Cohen? Oui, merci Monsieur le Président. L'article 30 de l'ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail prévoit d'étendre le recours au CDI de chantier à d'autres secteurs que le bâtiment selon les modalités fixées par accord de branche étendu. Tout d'abord, moi je l'avais déjà souligné en son temps, le CDI de chantier est quand même une contradiction, renferme une contradiction, parce que à ce moment-là, à partir du moment où la durée du contrat est celle d'un chantier, il ne peut pas s'agir d'un contrat à durée indéterminée. Avec le CDI de chantier, l'employeur n'a plus besoin d'invoquer un motif de licenciement, puisque la fin du projet ou du chantier suffit à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle place le salarié dans une situation de précarité permanente, sans possibilité de contester la rupture de contrat de travail. Alors vous nous répondrez une fois de plus que les branches négocieront les modalités de recours à cette disposition et qu'il y aura donc des garanties. Mais c'est la philosophie globale que nous contestons, parce que pour nous, il s'agit d'un nouveau contrat de travail précaire. La Fédération française du bâtiment, première organisation patronale du secteur, ne dispose pas de chiffres sur le recours au CDI de chantier dans le BTP, mais estime qu'il concerne surtout des projets très gros ou très longs, comme la construction de lignes à grande vitesse. Les dirigeants de sociétés de services en ingénierie informatique notamment se frottent les mains à l'idée de bénéficier de ce contrat ultra souple dans un domaine où ces entreprises dépêchent leurs informaticiens chez les clients pour des missions plus ou moins longues. Aujourd'hui, l'écrasante majorité des salariés de secteur restent embauchés en CDI classique, rémunérés et protégés entre chaque mission. Un moment appelé, je crois, interconstat. Les employeurs rêvent donc de recourir au CDI de chantier pour ne payer les salariés que le temps facturé aux clients à des tarifs plus bas que ceux des informaticiens, freelance, qui servent aujourd'hui de main-d'œuvre d'appoint. En réalité, le CDI de chantier, c'est la fin du CDI, et donc pour toutes et tous, et c'est pourquoi nous demandons son abrogation. Je vous remercie. Merci, chers collègues. L'amendement 48, c'est Monsieur Vatrin. Oui, dans la continuité de ce que vient de nous dire Laurence Cohen, nous constatons que les secteurs principalement concernés par l'extension du CDI de chantier sont la construction navale ou bien l'industrie cinématographique. Et vous affirmez, Madame la Ministre, qu'avec le CDI de chantier, les salariés vont sortir de la précarité et disposer d'une visibilité sur plusieurs années. Mais le salarié ne recevra plus la prime de précarité, qui était la règle pour les CDD en fin de contrat, première chose. Deuxièmement, cette disposition permettra aussi de contourner les protections prévues par le droit du licenciement. En effet, à la fin de la mission concernée, qui peut durer 1 mois, 2 ans ou plus, le salarié pourra être licencié, mais pour motif personnel. Comme la fin de chantier constitue un motif valable de licenciement, l'employeur ne sera pas tenu de justifier l'arrêt de la collaboration. Il est donc inattaquable devant le juge prud'homal. Quant au fond, il s'agit... Cet amendement propose donc le principe de réembauche de salariés licenciés à l'issue d'un contrat de chantier ou d'opération soit régi et négocié par les dites branches professionnelles. Tel est l'objet de cet amendement. Merci, chers collègues. L'amendement 67 est défendu par Mme Cohen ou non? Pardon, Monsieur Savoldelli. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, nous avons pu voir à notre groupe que la Commission des affaires sociales du Sénat a autorisé la conclusion d'un accord instituant une rupture conventionnelle collective
dans les entreprises dépourvues de comité social et économique, notamment en cas de carence de candidats aux élections professionnelles. Alors que l'ordonnance prévoit la mise en place d'un comité social et économique dans les entreprises d'au moins 11 salariés. La Commission propose en réalité de généraliser les ruptures conventionnelles à l'ensemble des entreprises sans distinction du nombre de salariés. Autrement dit, n'importe quel patron de TPE pourra licencier ses salariés sans motif économique à tout moment. Alors que la loi de 2008 a instauré les ruptures conventionnelles individuelles. Donc c'est une question, quel est l'objectif de la généralisation des ruptures conventionnelles collectives? Et selon une enquête réalisée par la DARES auprès de 4000 signataires de ruptures conventionnelles, une majorité des ruptures, 57%, ont été à l'initiative du salarié, mais dans plus de la moitié des cas pour des raisons conflictuelles. En clair, les salariés ne souhaitant plus rester dans l'entreprise optent pour la rupture conventionnelle plutôt que pour une démission et vraisemblablement pour bénéficier de l'indemnisation chômage. De même, une autre étude indique que près de 30% des salariés se disent contraints par l'employeur à signer une rupture conventionnelle. En 2008, lors de la création des ruptures conventionnelles individuelles, le chômage atteignait 7,4%. Depuis, c'est 2,7 millions de ruptures conventionnelles qui ont été signées et le taux de chômage a grimpé à 9,4%. Donc, la rupture à l'amiable n'a donc pas permis de favoriser la création d'emplois. C'est pour ça que nous sommes pour la suppression de cet article. Et on verra plus tard, ça me fera gagner du temps tout à l'heure, c'est que dans la suite du prolongement, je ne sais pas si un sénatrice ou une sénateur, étant invalidé, accepterait ce qui va arriver à un salarié. Eh oui. Un salarié, il va avoir le droit d'avoir les motifs de son licenciement après la notification de son licenciement. Si nous, les uns ou les autres, on était motif d'invalidation, je croyez-moi qu'on n'aimerait pas avoir un décalage entre ce qui motive et la notification. Merci, cher collègue. L'amendement 130, Monsieur Touraine. Oui, j'adhère à ce qui vient d'être dit. Il s'agit de supprimer les dispositions concernant la rupture conventionnelle collective. Et j'ai souligné tout à l'heure, je me suis abondamment exprimé là-dessus, par conséquent je ne vais pas y revenir, mais dire simplement que j'ai vraiment une grosse crainte sur le fait que ça devienne un outil particulièrement utilisé, généralisé, pour remplacer des travailleurs âgés par des travailleurs plus jeunes. Merci, cher collègue. L'amendement 165, Madame Schillinger. Le présent amendement a pour objet de préciser le contrôle exercé par la Direccte dans le cadre de la rupture conventionnelle collective. Il est à ce titre précisé que le contrôle exercé par l'administration sur les mesures de reclassement et d'accompagnement qui sont proposées dans le cadre de la rupture conventionnelle collective doit permettre à la Direccte de s'assurer du caractère précis et concret de ces mesures. Ce contrôle permettra de s'assurer que l'employeur met tout en œuvre pour que les salariés volontaires pour bénéficier d'une RCC bénéficient des moyens nécessaires à leur accompagnement et à leur reclassement. Cet amendement vise en outre à corriger des erreurs matérielles. Merci, cher collègue. L'amendement numéro 1, rectifié quater, Monsieur Chassaing. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, et donc il s'agit de l'alinéa 40 et 45 supprimer ces alinéas. L'Assemblée nationale a, en plus de la Direccte, introduit un contrôle d'opportunité de l'administration pour la validation d'une rupture conventionnelle collective. Il faut rappeler que la rupture conventionnelle collective simplifie et sécurise les plans de départ volontaires. Cependant, la rupture conventionnelle collective est basée sur le volontariat des parties et permet de négocier les conditions de départ des salariés. Le fait qu'elle puisse être remise en cause par l'administration hors motif de légalité va sans doute hésiter de nombreuses entreprises à mobiliser ce nouveau mode de rupture conventionnelle collective. La philosophie de cette ordonnance est de faire confiance à la négociation entre l'employeur et ses salariés. Il est donc dommage de revenir sur cette nouvelle confiance et il est nécessaire d'éviter toute forme de contrôle abusif de l'administratif sur la RCC. Tel est l'objet de cet amendement. Merci, cher collègue. L'amendement 14 rectifié terre, Madame Greny.
Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, je ne vais pas être longue, c'est simplement d'être plus précis en fait sur les jours. Vous savez qu'il y a jour ouvrable, ouvré, calendaire, et à chaque fois, on se pose tout le temps des questions. C'est parfois une source d'ailleurs de difficultés des fois avec l'inspection du travail qui valide des ruptures conventionnelles. Donc c'est juste de demander une petite précision. Merci. Merci, chers collègues. L'amendement de la commission, le 191, monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, il s'agit d'un amendement de coordination juridique des règles relatives à la procédure de contestation des décisions du médecin du travail. Très bien. Alors, restez là, monsieur le rapporteur, puisque vous allez nous donner votre avis sur les 10 précédents. Oui, je vais essayer, Monsieur le Président. On va commencer par le 114 de Monsieur Touraine. Donc, on a déjà rejeté un amendement similaire. C'est donc un avis défavorable. Le recours à ces contrats dans un secteur donné est soumis à 3 conditions. Un accord de branche doit être conclu. Son contenu obligatoire est défini à l'article L1223-9, notamment pour prévoir des contreparties et des garanties aux salariés, et un arrêté d'extension doit être ensuite pris par le ministre du Travail, le ou la ministre du Travail. Pour toutes ces raisons, laissons sa chance à ce contrat et faisons confiance aux partenaires sociaux. C'est donc de la part de la Commission un avis défavorable. L'amendement 49 sur la suppression de la rupture conventionnelle collective, la Commission est évidemment opposée à cet amendement car ce nouveau dispositif permet de supprimer à froid des emplois uniquement sur une base de volontariat et sans recourir à des licenciements. La rupture conventionnelle collective, on en a beaucoup parlé tout à l'heure déjà, s'inspire de 2 dispositifs qui ont montré leur efficacité. Tout d'abord, la rupture conventionnelle individuelle créée en 2008. En 2016, sur 420 000 demandes d'homologation reçues par la Directe, seulement 5% n'ont pas été homologuées. Enfin, le plan de sauvegarde à l'emploi réformé en 2013, dont les 2 tiers sont aujourd'hui définis par accord collectif majoritaire et 1 tiers seulement unilatéralement par l'employeur. C'est un avis défavorable. L'amendement 42, le recours à ces contrats donc de chantier dans un secteur donné est soumis à 3 conditions. Un accord de branche doit être conclu. Son contenu obligatoire est défini à l'article L1223-9, notamment pour prévoir des contreparties et des garanties aux salariés. Un arrêté d'extension doit ensuite être pris par le ministre du Travail. Pour toutes ces raisons, laissons là aussi sa chance à ce contrat et faisons confiance aux partenaires sociaux. Et la Commission a émis un avis défavorable. L'amendement 48. L'ordonnance prévoit que la rupture de contrat de chantier à son terme est réputée reposer sur une cause réelle et sérieuse. Cette présomption n'est pas irréfragable. Un salarié peut toujours saisir le juge en cas d'abus de pouvoir ou de détournement de pouvoir par l'employeur. L'amendement refuse cette qualification de la rupture, préférant lui substituer un motif personnel de licenciement. La Commission est opposée, car la rupture du contrat de chantier à son terme normal ne repose pas sur un motif inhérent à la personne du salarié. C'est donc un avis défavorable. L'amendement 2 quinquies, cet amendement de M. Chassaing précise que la priorité de réembauche doit respecter les modalités prévues par l'accord de branche étendu. La Commission y est favorable car elle est cohérente avec les travaux de la Commission qui visent à conditionner cette priorité de réembauche à l'existence de stipulations dans l'accord. L'amendement 67, par cohérence, la Commission est défavorable à cet amendement de repli qui revient sur les travaux de celle-ci. L'amendement 130, c'est un avis défavorable, comme on l'a déjà expliqué au niveau de l'amendement 49. L'amendement 165 de Madame Schillinger. Je tourne la page. Notre commission, elle n'est plus là, si elle est là. Elle a repris ses anciennes positions. Pardon. Notre commission donc, avait prévu un contrôle minimum
de l'administration sur le volet consacré aux mesures de reclassement et d'accompagnement. L'amendement prévoit que ces mesures doivent être précises et concrètes, sans exercer de contrôle d'opportunité ou de proportionnalité par rapport aux capacités d'entreprise. Je partage avec Mme Schillinger le souhait de faire confiance aux partenaires sociaux qui signent un accord. En outre, l'amendement assure les coordinations juridiques utiles. La commission a donc émis un avis favorable. L'amendement 1 rectifié quater. Il est nécessaire, Monsieur Chassaing, que l'administration exerce un contrôle sur cet accord. La question étant de déterminer sa portée, le contrôle doit être minimum, normal ou proportionnel, point d'interrogation. L'Assemblée nationale a adopté un amendement du gouvernement pour prévoir un contrôle normal des mesures d'accompagnement des salariés qui acceptent la rupture conventionnelle. Notre commission a transformé ce contrôle normal en contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. Votre amendement, mon cher collègue, revient sur l'apport de la commission sans proposer aucune piste alternative. La commission a donc émis un avis défavorable. Enfin, le 14 rectifié terre, c'est un amendement proposé par Mme Gruny qui souhaite donc préciser que le délai de 15 jours s'entend en jours ouvrables. La commission ne pense pas nécessaire d'apporter cette précision. Le délai actuel de 15 jours est clair. Il s'entend en jours calendaires. C'est donc une demande de retrait, sinon un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, les 11 amendements en discussion commune. Bon, eh bien, Monsieur le Président, je vais répondre d'abord aux amendements 114 de Monsieur Touraine, 42 de Madame Cohen et 48 de Monsieur Vatrin, parce qu'ils portent tous les trois sur le contrat de chantier. Sur le contrat de chantier, de quoi il s'agit-il? Aujourd'hui, le contrat de chantier est une disposition qui existe pour le secteur du bâtiment et des travaux publics et qui permet d'embaucher sur une période de 3, 4, 5 ans en fonction de la durée d'un chantier. Mais la durée du chantier étant un peu mobile, puisqu'on ne sait jamais exactement la fin, des salariés avec, j'allais dire, tous les droits du CDI, notamment en matière de formation, en matière d'ancienneté. Il y a tout les droits assortis au CDI. C'est un autre avantage aussi, c'est que sur une feuille de paye, ça s'appelle un CDI. Et ça, c'est, comme vous le savez, une différence très importante, notamment lorsqu'on veut emprunter, se loger. C'est donc, je dirais, un plus. Et lorsque vous demandez aux salariés s'ils préfèrent un CDD longue durée ou un CDI, tout le monde préfère un CDI pour ces raisons évidentes. Ceci dit, l'expérience dans le bâtiment, il y a eu, vous demandiez les nombres, on a pour l'instant que les 5 premiers mois de 2017, il y a un certain retard pour avoir les chiffres, c'était 20 000 contrats qui ont été signés dans le bâtiment. Donc c'est à la fois par rapport à l'ensemble des emplois dans le bâtiment, pas très important, mais c'est quand même significatif. Et notamment, c'est important dans les secteurs où la part des chantiers étant très importante, les entreprises hésitent à accepter des chantiers avec l'idée qu'ils doivent faire ensuite un plan social massif s'ils n'ont plus un deuxième chantier. Donc, alors, pourquoi on a décidé dans les ordonnances de l'élargir à d'autres secteurs et à quelles conditions et avec quelques garde-fous? On a décidé parce qu'il y a certains secteurs. Vous avez cité la construction navale, c'est tout à fait le cas. Et on connaît d'ailleurs un chantier qui n'a pas pu avoir lieu pour cette raison-là. C'est vrai de l'industrie cinématographique que vous avez cité aussi. Ça peut être vrai de certains, non pas toute l'informatique, mais certains grands projets informatiques. Alors, l'intérêt, le condition qu'on a mis, c'est que ça ne soit pas défini au niveau de l'entreprise. Car là, effectivement, je ne suis pas sûre qu'on pourrait contrôler complètement l'usage. Il faut être quand même prudent là-dessus. Par contre, au niveau d'une branche, donc il y a quelques branches qui vont être concernées, pas beaucoup. Ça ne va pas concerner les métiers de bouche. Voilà, on ne fait pas des projets sur 5 ans dans la boulangerie. Donc il y a certaines branches qui vont être concernées, qui vont donc négocier des conditions d'accompagnement, de formation, de sortie. Ça répond à un des amendements. Mais ça va permettre aussi, et évidemment pour les entreprises qui embauchent des salariés en CDI, si elles ont un deuxième chantier ensuite, elles n'ont qu'un but, c'est de garder les mêmes personnes qui ont développé des compétences. Et donc, c'est vraiment, là, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais évidemment, on ne peut pas mettre de l'obligation de réembauche, associant ça à un licenciement économique, ce n'est pas un licenciement économique. Donc, ce n'est pas la bonne formule. Mais je pense que ça va permettre des trajectoires longue durée dans des secteurs
qui ne sont pas la majorité, mais où les chantiers sont longue durée. Et pourquoi c'est mieux? C'est parce qu'aujourd'hui, que font ces secteurs? Eh bien, ils prennent des CDD à répétition sur ces contrats, car ils ne s'engagent pas de façon massive sur des CDI dans des secteurs où l'essentiel de l'activité est par grand chantier, ça serait prendre trop de risques. Résultat, ils font des renouvellements de CDD de 18 mois, enfin c'est plusieurs personnes successives, on l'a vu beaucoup dans ces métiers-là, et où finalement, dans le cadre des recours excessifs, où, je veux dire, là, c'est la flexi sur la sécurité. Nous, ce qu'on souhaite, c'est une flexi-sécurité. Et donc, il faut permettre que ces intérimaires ou CDD aient une chance d'être en CDI de chantier. Mais c'est pour ça que ça doit être encadré au niveau de la branche et s'imposer aux entreprises et non pas défini par entreprise. Alors, pour toutes ces raisons, je serai défavorable aux amendements 114, 142 et 148, car je pense que nous avons défini les conditions qui permettent de sécuriser le contrat de chantier et d'en faire un intérêt à la fois pour le salarié et à la fois pour l'entreprise, grâce au dialogue social dans la branche. En ce qui concerne l'amendement numéro 49 de suppression de la rupture conventionnelle collective, je suis évidemment défavorable. J'ai expliqué ce qu'était la rupture conventionnelle collective tout à l'heure. Mais je voudrais évoquer un sujet qui a été abordé et qui est effectivement un risque qu'il faut prévenir. C'est le cas où les salariés, puisque c'est un accord majoritaire, mais en gros, les syndicats, les salariés et l'entreprise seraient d'accord pour des départs massifs, en clair, en pré-retraite payés par l'assurance chômage. Je vais au bout du raisonnement. Comment on peut l'éviter? Eh bien, on l'évite de façon simple, c'est que l'homologation permettra de vérifier qu'il n'y a pas des catégories, s'il y avait un accord qui visait essentiellement, essentiellement à ce que les personnes partent en pré-retraite et payées par l'assurance chômage, ça ne serait pas possible. D'autre part, il faut des mesures d'accompagnement, de reclassement, de formation et de mobilité. Donc on voit bien que ce n'est pas adapté. Troisièmement, les directs ont d'ores et déjà des directives sur ce sujet pour être très attentifs dans ce cas-là. Dans le cas de PSA qui a été évoqué, d'ailleurs, ça n'est pas sur l'assurance chômage, puisque la partie qui n'est qu'une partie du tout de pré-retraite, c'est entièrement financé par PSA. Donc il n'y aura pas de coût à la charge de la collectivité. Dans ce cas-là, si ça correspond à la fois au désir des salariés et que l'entreprise paye intégralement, avancer d'un an la retraite, voilà, il y a peu d'entreprises qui auront les moyens de le faire, donc je pense que ça va limiter ce cas-là qui n'est pas le cas souhaité. Mais encore une fois, s'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, de reclassement de mobilité, etc., les directs ne pourront pas homologuer les accords, donc on prévient comme ça ce risque-là. Je voulais donner cette précision. Alors ensuite, en ce qui concerne l'amendement 48, j'en ai parlé. Donc je passe à l'amendement numéro 2 rectifié quinquies de M. Chassaing sur la priorité de réembauche en CDI à l'issue d'un contrat de chantier. Je propose effectivement un retrait, sinon rejet, puisque c'est dans le cadre de la négociation collective de branche que les conditions doivent être définies. Donc on ne peut pas à la fois soumettre les conditions à la négociation de branche et prévoir plus que ce qui n'est déjà prévu, puisque le texte prévoit d'ores et déjà que les modalités de cette priorité de réembauche en CDI soient régies et négociées par les branches professionnelles. Donc ça serait un peu superfétatoire. En ce qui concerne l'amendement numéro 67 de Mme Cohen sur la suppression de la possibilité de conclure des accords RCC dans les TPE, évidemment, je suis défavorable pour des raisons évidentes. À partir du moment où il y a RCC, je ne vois pas pourquoi ce qui peut être bénéfique à la fois aux salariés et aux entreprises ne serait pas possible dans les petites entreprises. L'amendement numéro 130 de M. Touraine, c'est la suppression de la RCC. Donc, je crois que vous avez compris. Ce sera un avis défavorable. En ce qui concerne l'amendement numéro 165 de Mme Schillinger, si on prononce bien comme ça, voilà, d'accord. Voilà, c'est pression. Voilà, à la Suisse, c'est pas à l'alsacienne, voilà. Avec les frontaliers, je prends toujours des précautions. Les précisions sur le contrôle RCC et correction d'erreurs matérielles, je suis favorable à cet amendement, effectivement, puisqu'il permet de sécuriser et de préciser le degré de contrôle que l'administration portera. Je viens d'assister à quel point il était important. Et comme il va permettre de bien définir, dans les cas qu'on a connus ces dernières semaines, on n'en a pas eu besoin, puisqu'il n'y a pas eu d'accord des syndicats, mais il peut y avoir des cas où il faut qu'on vérifie que l'accord des syndicats, l'accord des salariés est bien plein et entier. Et pour ça, il faut des critères précis. Ça sera le cas grâce à cet amendement. Ensuite, en ce qui concerne
l'amendement numéro 1 rectificateur de M. Chassaing sur la suppression du contrôle de l'administration dans le cadre de la RCC. En toute logique, je ne peux pas être favorable au précédent et favorable à celui-ci, donc je serai défavorable à celui-ci. Je pense que ce contrôle, et qui est une homologation qui se fait rapidement, mais de façon ferme et précise, garantie, sans peser trop sur les intéressés. En ce qui concerne l'amendement 14 rectificateur de Mme Gruny, sur les thèmes jour, en fait, je comprends l'intention, mais en l'absence de précision contraire, il est considéré de manière usuelle, et c'est l'interprétation retenue par la Cour de cassation, que ça s'entend en jour calendaire. Donc en fait, c'est déjà de droit commun, si j'ose dire. Nous n'avons pas besoin de donner une précision sur ce sujet. Donc je suggérerais un retrait, ou sinon j'aurais un avis défavorable. Enfin, pour finir, sur l'amendement 191 de Monsieur le rapporteur, j'ai un avis favorable, car ça permettra là aussi de préciser et d'éviter des contestations ou des interprétations difficiles à faire. Et il faut faire valoir l'expression Conseil de prud'homme, là, qui est claire, nette et précise. Donc à chaque fois que le droit est plus précis, c'est mieux pour tout le monde. Merci. Madame la ministre, donc je mets aux voix l'amendement 114 avec un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Même vote pour l'amendement 49 avec 2 avis défavorables. Même vote pour le 42 avec 2 avis défavorables. Même vote pour le 48. Alors, pardon, Monsieur Vatrin, explication de vote. Je vais retirer l'amendement 48 car nous sommes aperçus qu'il y avait une erreur dans la formulation de notre amendement. D'ailleurs, mon explication l'avait montré, mais je préfère retirer maintenant l'amendement du fait de cette erreur. Si donc il est retiré, l'amendement 2 quinquies avec un avis favorable de la Commission, une demande de retrait du gouvernement. Est-ce qu'il est maintenu, Monsieur Chassaing? Il est maintenu. Donc l'avis du gouvernement est défavorable, l'avis de la Commission favorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'amendement 67 avec 2 avis défavorables de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Même vote pour l'amendement 130 avec 2 avis défavorables, j'imagine. Même vote. Amendement 165, avis favorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Donc le 1 quater tombe. L'amendement 14 rectificateur, demande de retrait. Il est retiré. Merci. Et l'amendement de la Commission avec un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Voilà pour une partie des débats qui se sont déroulés hier dans l'hémicycle, des débats autour de ce projet de loi qui ratifie les ordonnances réformant le Code du travail et notamment sur une mesure importante, la rupture conventionnelle collective, un nouvel outil apporté par ces ordonnances et plus globalement autour du licenciement. Notez que dans l'ensemble, les discussions se sont déroulées dans une atmosphère plutôt consensuelle entre la majorité sénatoriale de droite et l'exécutif, puisque dès le début des discussions, le rapporteur et président LR de la Commission des affaires sociales, Alain Milon, a déclaré que cette réforme était l'une des plus importantes de ces 30 dernières années et que la Commission était complètement d'accord avec la philosophie de l'ensemble du texte. Et finalement, le projet de loi a été adopté hier soir. Vous pouvez toujours voir et revoir tous les débats en séance sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.